Et c'est l'actualité politique et parlementaire qui nous occupe dans cette troisième partie de Territoire Sénat avec vous, Saveria Rojek. Bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité au Sénat ce matin. La suite de l'examen de la réforme de la justice après le divorce. Les sénateurs se penchent sur les pouvoirs d'enquête du procureur. Et là encore, ils ont modifié la copie du gouvernement. La commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église, le groupe socialiste du Sénat a bien déposé une demande de création d'une telle commission. La droite est plutôt contre. On en parle avec mon invité, le président du groupe centriste, le sénateur Hervé Marseille. Et puis l'actualité, c'est aussi la fin des auditions sur l'affaire Benalla. Hier, dernière audition, c'était Sophie Hatt, l'ancienne chef du GSPR sous François Hollande, qui a été entendue. On attend maintenant les conclusions de cette commission d'enquête. Je vous le disais en titre, l'actualité au Sénat ce matin, c'est la suite de l'examen de la réforme de la justice. Et après le divorce, les sénateurs se penchent sur les pouvoirs d'enquête du procureur. Et là encore, ils ont modifié la copie du gouvernement. Fabien Recker. Des garde-fous apportés par les sénateurs au projet du gouvernement. Ce dernier veut renforcer le pouvoir d'enquête des procureurs, par exemple en autorisant la mise sur écoute ou l'enquête sous pseudonyme pour les crimes et délits passibles de 3 ans de prison. Un seuil trop bas pour les sénateurs. Puisque le seuil de 3 ans inclut la presque totalité des délits de droit commun. Un seuil que les sénateurs ont porté à 5 ans. Pour eux, pas assez de garanties dans le texte, notamment sur le rôle du juge de la détention et des libertés qui devra encadrer les nouveaux pouvoirs des procureurs. Nos rapporteurs ont très longuement discuté avec les représentants des juges des libertés et de la détention. Et ils en ont retiré la conviction absolue qu'ils ne seraient pas en mesure d'exercer un contrôle utile sur l'exercice par les procureurs des pouvoirs que vous voulez leur donner. Incompréhension de la garde des Sceaux qui craint un retour en arrière, par exemple dans les enquêtes en matière de pornographie infantile. Il faut quand même avoir ici la préoccupation des victimes. Il me semble qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont été résolues grâce à ces techniques utilisées pour des crimes de droit commun, souvent très graves. Autre point d'achoppement, l'assouplissement des règles de la garde à vue. Là aussi, les sénateurs ont tenu à leur rôle de garde-fou de l'exécutif. Et puis c'est une première. Depuis 18 ans, la sécurité sociale va dégager un excédent de 700 millions d'euros en 2019. Saveria. Un budget qui prévoit pourtant d'importantes économies sur l'assurance maladie, les retraites ou encore les allocations familiales. Je vous propose d'écouter les ministres Agnès Buzyn et Gérald Darmanin. Ils étaient auditionnés hier au Sénat. Le PLFSS comportera 4 dispositions fortes. En premier lieu, il donnera l'assise légale nécessaire au dispositif 100% santé, qu'on appelait dans les promesses présidentielles, vous le savez, reste à charge zéro, qui a fait l'objet, et vous le savez également, d'accords avec les professionnels des 3 secteurs concernés, le dentaire, l'optique et les aides auditives. Il s'agit d'une réforme ambitieuse de solidarité concrète qui va changer l'accès de nos concitoyens, je pense notamment aux plus âgés, à des équipements de santé indispensables. Le reste à charge moyen, je le rappelle aujourd'hui, pour les prothèses auditives, il est de 850 € par oreille. À compter de 2021, il sera possible d'accéder à une offre sans aucun reste à charge. Il s'agit bien pour le ministre des Comptes publics et la ministre de la Santé et des Solidarités de permettre en 2024 la fin de la dette sociale, ne serait-ce que pour nous intéresser aux défis du futur, le vieillissement de la population, la multiplication des maladies chroniques et puis la question de la dépendance qu'a évoquée Madame la Ministre. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. La fin des auditions dans l'affaire Benalla. Hier, c'était Sophie Hatt, l'ancienne chef du GSPR sous François Hollande, qui a été auditionnée par les sénateurs. On attend maintenant les conclusions de cette commission d'enquête. On fait le point avec Quentin Calmet. Oubliez les dizaines de caméras et de photographes, comme lors de la venue d'Alexandre Benalla au Sénat. Pour cette toute dernière audition, le calme est de retour. C'est Sophie Hatt, ancienne patronne de la sécurité sous François Hollande, qui était convoquée, et ce, afin d'apporter son expertise en matière de sécurité du président de la République. J'étais en charge de la sécurité rapprochée du président de la République. Le chef, puis la chef de cabinet est en charge de l'organisation des déplacements.
Notre travail de collaboration a été extrêmement clair. Je ne me suis jamais chargée d'organiser les déplacements du président de la République. Il ou elle ne s'est jamais chargé d'organiser la sécurité rapprochée du président de la République. Elle n'aurait pas, ou il n'aurait pas accepté que je sois sur son domaine de compétences, et je n'aurais jamais accepté que quelqu'un prenne place sur le mien. Les attributions de chacun pendant le précédent quinquennat étaient donc très claires, à l'inverse de la situation décrite depuis le début de l'affaire Benalla. Il peut apparaître que M. Benalla était un organisateur de voyage. Il peut apparaître qu'il était un garde du corps ou quelqu'un qui assurait de fait une sécurité rapprochée, notamment dans les voyages, déplacements privés. Il peut apparaître qu'il n'avait aucune mission de sécurité. Aucune. Ça nous a été dit sous serment. Je vous dis cela parce que tout ce que j'ai dit ici est attesté par des déclarations publiques faites sous serment. Tout. Charge désormais aux sénateurs de recouper toutes ces déclarations pour leur rapport, attendu dans les prochaines semaines. Et nous avons maintenant à établir ce qui sera notre conviction profonde sur les dysfonctionnements éventuels qui auront pu être identifiés sur la sécurité du président de la République. Rôle d'Alexandre Benalla à l'Élysée, permis de port d'armes, réalité de la sanction. Sur tous ces points, les zones d'ombre demeurent. Charge désormais aux sénateurs de se faire une intime conviction en la matière. Voilà, dans le reste de l'actualité, une commission d'enquête sur les crimes pédophiles dans l'Église. Le groupe socialiste du Sénat a bien déposé une demande de création de cette commission d'enquête. La droite est plutôt contre. Je vous propose d'écouter Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Nous pensons qu'une intervention extérieure permettra de faire avancer les choses et notamment de mettre toute la lumière sur ce qui est peut-être un système d'étouffement, de dissimulation organisée. L'Église, en tout cas, n'a pas su trouver la solution qui, aujourd'hui, font qu'il y a des milliers de jeunes qui ont été victimes d'actes pédophiles pendant des années. Voilà, c'est l'actualité politique et parlementaire dans cette troisième partie de l'émission. Tout de suite, c'est l'interview politique, le face-à-face dans un instant. Saveria, aujourd'hui, vous recevez Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, centriste. Bonjour. Bonjour Hervé Marseille, président du groupe centriste au Sénat. Avant de parler bien sûr du reste de l'actualité, on vient de l'entendre, on vient d'entendre Patrick Kanner, cette commission d'enquête sur les crimes, sur les abus sexuels dans l'Église. Est-ce que vous êtes favorable à la création de cette commission d'enquête ? Non, nous ne sommes pas favorables parce qu'il n'appartient pas au Parlement d'aller s'ingérer dans les affaires d'un culte, d'une église, l'église catholique en la circonstance, et de donner des conseils à ceux qui ont la charge et la responsabilité de faire vivre cette église. Néanmoins, est-ce que vous êtes en mesure de refuser ? La droite, le centre, vous allez avoir beaucoup de mal à justifier ce refus. Nous serions plutôt pour une commission d'enquête ou une mission d'information sur les faits de pédophilie en général. Ça peut toucher l'éducation nationale, ça peut toucher l'Église, ça peut toucher bien sûr tous les lieux où les enfants sont en contact avec des adultes, mais pour améliorer la législation, la prévention dans ces domaines-là. Là, la commission va être saisie, elle va demander au président du Sénat de saisir... Alors la commission, pour être très précis, c'est la commission des lois qui doit se prononcer, qui va décider si oui ou non une commission d'enquête peut être mise en place. Et donc la commission des lois va demander au président du Sénat de saisir le garde des Sceaux, parce qu'il y a des champs sur cette affaire qui recouvrent des affaires dont la justice a à connaître. Donc il faut que le garde des Sceaux réponde et dise, au nom de la séparation des pouvoirs, si on peut ou pas faire des investigations et donc accepter une telle mission d'enquête. Hervé Marseille, pourquoi vous refusez la création de cette commission d'enquête ? Est-ce qu'on peut comprendre précisément vos raisons ? Précisément, je viens de vous le dire, parce que ça concerne l'Église spécifiquement. Et pourquoi pas l'éducation nationale. Donc pour une question de séparation de l'Église et de l'État ? Bien sûr, je veux dire, pourquoi l'Église ?
Bien sûr, il y a des problèmes dans l'Église. Elle en a pris conscience. J'espère en tirer les conséquences très rapidement. Puis la justice, surtout, est saisie. Mais on pourrait aussi imaginer que ça soit dans l'éducation nationale, ou que ça soit dans les milieux sportifs, ou que ça soit dans tous les endroits où il peut y avoir des affaires comme celle-là. Pourtant, cette commission d'enquête, elle vient d'une pétition qui a été publiée dans le magazine Témoignages chrétiens. Elle vient des catholiques. C'est une demande des catholiques eux-mêmes. Oui, d'accord. Mais vous avez lu l'intitulé du texte ? Ils disent l'Église a certaines missions qui s'apparentent à une espèce de service public. Elle reçoit des subventions. Donc, à partir de là, on peut enquêter. C'est un peu léger. Un mot très rapide. On va donner des conseils au pape. On va faire un rapport comme sur l'affaire Benalla. Puis on va dire au pape, vous devez gérer l'Église de telle et telle façon. Un mot très rapidement. Justement, vous évoquez le pape François. Est-ce que vous avez été choqué par les propos du pape hier sur l'avortement ? Oui, je suis mal à l'aise quand j'entends des propos comme cela, parce que je trouve que dans la bouche du pape, c'est excessif. Il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui sont concernés. Ça a été dit d'ailleurs par de nombreux responsables de l'Église. Et il faut penser à toutes ces femmes qui sont dans la difficulté. Je crois que l'IVG, c'est quelque chose, on peut avoir toutes sortes d'opinions sur ce sujet, mais c'est un fait acquis, c'est dans la loi. Et en tant que républicain, au-delà du fait qu'on peut être chrétien ou pas, il faut accepter la loi telle qu'elle est. Hervé Marseille, vous êtes membre de la commission de loi et donc de la commission d'enquête dans l'affaire Benalla. Les auditions se sont achevées hier. Est-ce que vous nous confirmez que ce sont bien les dernières ? Oui, ce sont les dernières. Je pense qu'on s'achemine vers un rapport et puis il faut savoir terminer une commission d'enquête. Avant de poursuivre, j'aimerais qu'on écoute le président de cette commission d'enquête, le sénateur Philippe Bas. Il y a déjà 2 leçons qu'on peut tirer de ce travail. La première, c'est que vraiment et décidément, la mission de contrôle du Parlement, c'est aussi important que sa mission législative. Vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, il vaut mieux qu'elles soient bonnes, et nous nous appliquons à les améliorer au Sénat. Et nous sommes constructifs. Nous ne rejetons pas, parce que nous serions dans l'opposition, d'un revers de manche les propositions qui nous sont faites, mais à côté du législatif, il y a le contrôle, il prend racine dans la Déclaration des droits de l'homme, dans la Constitution, et pour nous c'est fondamental. Et deuxième leçon que je tire moi de ça, c'est que le Sénat, pour ce pouvoir de contrôle, alors là, il peut prendre une place que l'Assemblée nationale ne peut pas prendre. Pourquoi elle ne peut pas le prendre ? Parce qu'il y a un manque de maturité dans notre démocratie qui fait que quand vous êtes du parti majoritaire, vous avez peur de contrôler les services qui sont sous l'autorité du gouvernement. Hervé Marseille, ce pouvoir de contrôle du Parlement, du Sénat en l'occurrence, est-ce qu'il est allé trop loin avec l'affaire Benalla, avec la commission d'enquête Benalla ? Non, au contraire. Le Sénat a montré combien il était indispensable, au moment où on parle de réforme des institutions, de la Constitution, voulue par le président de la République, qu'on doit réaffirmer, développer le rôle du Parlement. Et l'affaire Benalla, si c'est une malheureuse affaire, a permis au moins de montrer que le Sénat, parce que la majorité est différente, eh bien, est capable d'avoir un pouvoir de contrôle, d'investigation, qui met à nu les faits, qui peut tirer des conclusions et puis surtout essayer de sortir la vérité. Donc cette commission a été utile à votre sens ? Très, très utile. Et je pense qu'il en sera tenu le plus grand compte et que le président, il ne peut pas avoir la même vision aujourd'hui qu'hier de la réforme des institutions. Alors justement, vous parlez de réforme des institutions. Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains ici au Sénat, dit attention à ne pas apparaître comme une chambre de blocage sur la réforme des institutions. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'Assemblée nationale qui a arrêté ses travaux sur la réforme des institutions, ce n'est pas le Sénat. Donc le Sénat, par la voix de son président, a toujours manifesté l'idée qu'on était disponible, qu'on était ouvert au dialogue et qu'il fallait aboutir parce que la réforme, elle est souhaitée et elle est acceptable par tous. Tout dépend de ce qu'on met dedans. On a un certain nombre d'exigences, notamment pour la représentation des territoires, mais je suis confiant sur le fait qu'on puisse bien aboutir. Donc une position constructive aujourd'hui du groupe centriste, alors que l'examen du texte va reprendre en janvier. Et je crois même de la majorité sénatoriale. Très bien. Pour terminer rapidement, dans le reste de l'actualité politique, bien sûr, le remaniement. Est-ce que c'est normal de prendre plus d'1 semaine, désormais, aujourd'hui, pour remplacer un ministre de l'Intérieur ? Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui se passe autour de ce remaniement ? C'est bizarre, c'est consternant. Ça montre qu'il y a de la friture sur la ligne entre l'Élysée et Matignon. Si vous êtes candidate, n'hésitez pas. Au moment des législatives,
tout le monde pouvait écrire à En Marche pour être candidat, ben là vous faites leboncoin.fr pour devenir ministre. Hervé Marseille, le poids, la place des centristes au sein de ce gouvernement, on parle de nouveaux noms. Aujourd'hui, il y a Jacqueline Gourault. Est-ce que vous souhaitez que les centristes prennent plus de place au sein de ce gouvernement? C'est pas aux centristes ou à d'autres de décider ce que doit être le gouvernement. On parle de Marc Fesneau à l'agriculture. Oui, c'est bien, il est dans la majorité, il préside un groupe important. Moi, je pense que le président, il a une opportunité, c'était de bâtir le socle de ce que peut être sa liste européenne l'année prochaine. Pas de débauchage chez vous? Vous n'avez rien entendu parler dans votre groupe? On ne m'a rien dit jusqu'à présent, mais j'entends tellement de noms qui sont cités. J'attends avec impatience de savoir ce qui va se passer, parce que là, ça devient quand même une tragicomédie. Vous évoquez la liste aux européennes. Ce remaniement, c'était l'occasion effectivement de bâtir, vous le dites, pour Emmanuel Macron, la stratégie pour les européennes. C'est pas le cas? J'en sais rien, on verra quels sont les noms qui vont sortir, parce qu'au-delà des noms, c'est la ligne politique qui compte, c'est pas les noms. Et donc, il a toujours l'opportunité, il a toujours dit « je veux une liste centrale pour défendre les intérêts de la France en Europe », très large. Eh bien, à travers un gouvernement, on va voir quel est le périmètre de cette liste demain, parce que on verra bien qui est appelé à travailler au gouvernement et qui n'y est pas, puisque visiblement c'est un club privé et ils choisissent ceux qui ont le droit de les soutenir. Donc j'espère qu'ils ne vont pas trop tarder, parce que s'il se passait quelque chose, demain, un attentat ou un acte grave, on dirait, on n'a même pas été foutu, pour une nation qui est parmi les plus importantes dans le monde, d'avoir un ministre de l'Intérieur pour gérer les affaires. Très bien. Merci. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci Hervé Marseille. Merci Hervé Marseille, président du groupe centriste, sénateur des Hauts-de-Seine. On a compris que vous n'en serez pas de ce remaniement. Non. Voilà, on passe tout de suite à l'agenda. Merci. Alors, au programme. À 9h aujourd'hui, à la délégation aux collectivités territoriales, une table ronde sur le rôle des communes dans les intercommunalités, mais également le bilan des travaux du groupe de travail sur la revitalisation des centres-villes. À 10h30, la suite du projet de loi de réforme de la justice et de renforcement de l'organisation des juridictions, c'est à suivre en séance. Et puis à 15h, les questions d'actualité au gouvernement, toujours en séance et en direct sur notre antenne. Voilà, question d'actualité au gouvernement, toujours très suivie et passionnante. Merci Saveria. On passe maintenant à l'œil 2 dans un instant. C'est l'œil de Benjamin Morel aujourd'hui, qui est docteur en sciences politiques. Bonjour et merci d'être revenu sur ce plateau. Bonjour Benjamin. Bonjour. Record battu 8 jours après la démission de Gérard Collomb. Et alors que tout paraît, un bruit de rumeurs sur le remaniement, l'exécutif a décidé de ne rien décider, aucun changement annoncé avant ce week-end. Il n'y a pas de vacances de l'activité gouvernementale. Alors juridiquement, il n'y a pas de vacances, parce que quand il y a vacances, ça veut dire que une fonction n'est pas occupée. Or, actuellement, dans le gouvernement, toutes les fonctions sont occupées, au moins juridiquement. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un ministre de l'Intérieur, il s'appelle Édouard Philippe. Après, de fait, on a tout de même une forme de vacances. Le ministère de l'Intérieur, c'est le seul ministère où le ministre, normalement, dort sur place, où le ministre doit être là 24 heures sur 24. Or, là, très clairement, Édouard Philippe a beaucoup de qualités, il n'a pas le don d'ubiquité, il ne peut pas être à la fois Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, on a d'autres ministres dont on sait qu'ils sont sur le départ. Quand vous avez Madame Nyssen qui présente le projet de loi fake news devant l'Assemblée nationale et qui donc prend des engagements devant les députés, tout en sachant très bien qu'elle ne sera peut-être pas là d'ici quelques jours, là on voit que... C'est le lot de tous les ministres au moment d'un remaniement. C'est le lot de tous les ministres au moment d'un remaniement, mais ce n'est pas forcément le lot de tous les ministres quand justement ils présentent un projet. Et quand vous présentez un projet de loi, parfois vous vous engagez face aux députés. Vous vous engagez notamment sur une application de la loi, sur des décrets, etc. Que vaut aujourd'hui la parole d'un ministre dont on sait qu'il est peut-être sur le départ quand il débat avec les parlementaires? Donc du coup, il y a une vacance du pouvoir et une vacance du contrôle. Alors ces derniers jours, sur l'occasion d'assister en quelque sorte à un bras de fer entre Matignon et l'Élysée, entre le pouvoir, le champ du pouvoir d'Édouard Philippe et la vision bonapartiste d'Emmanuel Macron. Là encore, ce qu'on voit, c'est que ce sont les institutions de la Ve République qui prévalent. Alors ce sont les institutions de la Ve République qui prévalent, mais qui prévalent également dans ce qu'elles peuvent avoir de difficile à manier quand justement elles ne fonctionnent pas comme d'habitude elles fonctionnent. En cohabitation, qui nomme le gouvernement? En fait, c'est le Premier ministre et parfois le Président de la République met quelques vétos.
lorsqu'on est hors cohabitation, eh bien, c'est plutôt le président de la République qui négocie tout de même à la marge un peu avec le Premier ministre. Quand on a un Premier ministre qui se renforce et qui fait entrer des hommes à lui, parce qu'en fait, il n'y a plus que ces hommes-là qui veulent bien rentrer, et d'un autre côté, un président de la République qui veut malgré tout maintenir son autorité sur le gouvernement, eh bien, on obtient, dans un système qui est un système dualiste, où le gouvernement est responsable à la fois devant le président de la République et devant le Parlement, eh bien, on obtient une sorte de cacophonie qui est celle que l'on vit actuellement. Un dernier point, on a entendu ces derniers jours que le remaniement pourrait être l'occasion d'un recentrage sur les territoires, d'un geste envers le Sénat, la Chambre des territoires. Est-ce que c'est toujours le cas, ce rééquilibrage envers les territoires ? En tout cas, c'est ce qui avait fuité jusqu'à présent. On a plusieurs ministres qui, durant le début de cette séquence remaniement, avaient évoqué la question. Elle a surtout été évoquée par Richard Ferrand, mais Richard Ferrand qui hier disait que ça allait être un remaniement minimum, s'est fait contredire quelques minutes plus tard par l'Élysée. Donc aujourd'hui, on a du mal à voir où on va et ce que ça signifie. Il est nécessaire le rééquilibrage envers les collectivités territoriales ? Écoutez, il y a toujours, en tout cas dans les précédents gouvernements, eu un ministre qui justement incarnait ces territoires et rentrait en dialogue avec ces territoires. Donc oui, après, il faut également entendre ce que veulent les territoires et ce qu'ils attendent. C'est-à-dire que quand vous écoutez justement Richard Ferrand, il dit, bien grosso modo, on va désengorger le Parlement en donnant aux régions et aux métropoles le soin de faire plus de lois. Or ça, déjà, c'est pas du tout girondin. Les Girondins auraient été totalement hérissés par cette idée de priver le Parlement du monopole de la loi. Et c'est pas ce que demandent les collectivités. Ce que demandent les collectivités, c'est d'être entendues sur les politiques qui sont déjà de leurs compétences pour voir comment elles les mènent avec l'État et d'avoir les finances pour pouvoir les mener. Merci beaucoup. Merci Benjamin Morel. Merci à vous. Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. On passe tout de suite à la revue de presse de la presse quotidienne nationale et régionale dans un instant. On revient sur ces intempéries dans le Var. C'est bien sûr à la une de Var Matin. On avait en direct ce matin dans le journal des territoires Denis Caro qui dirige les rédactions de Var Matin. Le préfet du Var qui appelle ce matin les habitants à rester chez eux. Une personne est actuellement disparue. Elle a été emportée dans sa voiture à Sainte-Maxime. Le préfet qui a activé une cellule de crise. Plusieurs véhicules ont été emportés en mer. On en compte 5 pour l'instant. C'est ce qu'indique la préfecture ce matin. Des recherches sont actuellement en cours et plusieurs cours d'eau menacent de déborder. Prudence donc si vous habitez dans la région. C'est l'un des grands dossiers qui préoccupe les Français. La réforme des retraites à la une de Ouest France ce matin. Les partenaires sociaux se sont réunis hier. Les grandes lignes de la réforme voulue par Emmanuel Macron, on les connaît, système par points, régime universel. Le mode des calculs des retraites va changer en 2025 pour les personnes nées après 1963. Mais une question reste en suspens. Les pensions vont-elles baisser ? Et les déserts médicaux sont à la une de Midi Libre, le journal dirigé par Olivier Biscay ce matin. Y a-t-il assez de médecins près de chez vous ? Le manque de praticiens, c'est un fléau qui touche toutes les régions françaises. Sa région, Midi Libre, vous propose donc une carte de l'Hérault, commune par commune. Le gouvernement a présenté il y a 15 jours un grand plan santé avec des territoires prioritaires pour lutter contre ces déserts médicaux. On reste dans la santé avec la une de l'Union de Reims. On en parlait la semaine dernière. La pénurie de médicaments, c'est un rapport du Sénat qui propose des pistes pour lutter contre cette pénurie. À lire dans l'Union, que ce soit en pharmacie ou à l'hôpital, la liste des médicaments et des vaccins touchés par cette pénurie s'allonge d'année en année, des ruptures de stock qui deviennent désormais dangereuses. Et puis le drame des migrants à la une du Maine Libre dans la Sarthe notamment. Voilà, la Sarthe qui est une des cibles des passeurs. Le trafic a en effet repris, comme par exemple sur l'aire de Sargé. Les passeurs récupèrent les migrants sur les aires d'autoroute, sur la 11, sur la 28. Ces aires sont les dernières où les migrants peuvent se camoufler avant d'embarquer dans des camions direction l'Angleterre. Et puis à la une de la presse de la Manche, le Brexit. Le Brexit qui inquiète les ports normands, le port de Cherbourg et tous ceux de Normandie. Ils craignent un véritable bras de fer après ce Brexit, que ce soit sur les contrôles douaniers, sur les contrôles sanitaires. Les élus s'y préparent, car tout le mode de fonctionnement de ces ports serait entièrement modifié. C'est un reportage à lire donc dans la presse de la Manche. Et puis le business du stationnement à la une de l'Indépendant de Perpignan. Envoyé spécial a enquêté sur le stationnement
en ville face à la pression des sociétés privées désignées par les villes pour contrôler le stationnement de voiries. La colère des Français a le même accent. À Perpignan aussi, une pétition a même été lancée. Alors c'est un marché très lucratif qui est géré désormais par quelques sociétés privées. C'est à voir ce soir donc dans Envoyé spécial. Voilà, et on termine par une belle histoire, une bonne nouvelle, c'est bien, dans Libération Champagne ce matin. Elle a 13 ans. Tout juste, mais c'est déjà une héroïne, une adolescente qui a réussi à sauver sa famille en prévenant les secours. Ses parents et ses frères et sœurs étaient inanimés, intoxiqués au monoxyde de carbone. La jeune fille est parvenue à alerter les secours. Toute la famille est aujourd'hui saine et sauve. C'est donc une jolie histoire à lire dans Libération Champagne. Merci Saveria, on vous retrouve évidemment demain. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo des territoires sur le canal 13 de la TNT. C'est la seule météo, avec aussi les territoires français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Et puis ensuite, le Zap matin, avec un résumé de ce qui s'est passé aussi dans les autres matinales d'infos. Merci à tous et à demain. Au revoir. Très bonne journée, à demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Ambiance plutôt détendue ce midi en Conseil des ministres. Pourtant, c'était peut-être le dernier pour certains d'entre eux, car l'Élysée a confirmé plusieurs ministères seront concernés par le remaniement. Vos ministres, au lieu d'être au travail, passent leur temps à surveiller la sonnerie de leur téléphone et à regarder les chaînes d'infos. Ça vous dirait, vous, d'être ministre d'Emmanuel Macron? Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ont vu de la lumière à un moment donné et ils considèrent que, justement, l'avenir n'est pas du tout certain. La lettre politique de Libération révèle que Christophe Castaner a menacé de démissionner. On va voir cet article, s'il n'était pas nommé au ministère de l'Intérieur. Vous savez la place Beauvau, le trottoir en face de l'Élysée. Monsieur Castaner, est-ce que vous allez traverser la rue pour trouver un nouveau boulot? On voit bien que c'est un gouvernement qui est à la dérive et qu'aujourd'hui, il y a un petit problème qui semble poindre entre le Premier ministre et le gouvernement. Ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Métaphore footballistique. Eh bien oui, mais parce que c'est concret. Oui. Si Didier Deschamps, en plein milieu de la Coupe du Monde, du match final, au moment où il y a 2 joueurs blessés, avait mis 8 jours pour remplacer un joueur, on aurait dit c'est un nul. Moi, de savoir si le Premier ministre et le Président de la République ont des bons rapports, se tapent dans le dos, prennent le petit-déj ensemble, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Et ça fait des jours et des jours que ça dure et ça va encore durer des jours. On sait que Édouard Philippe voulait un large remaniement, ce que ne voulait pas le Président de la République. On sait que Édouard Philippe voulait certaines personnalités à l'intérieur dont ne veut pas le Président de la République. Bon, tout ça, si vous voulez, atteste d'orientation ou de conception différente du gouvernement. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Travail. Monsieur le Président. Comment les ministres peuvent-ils travailler sereinement et avoir une vision, si ce n'est à long, en tout cas à moyen terme de leur travail, alors que certains se savent sur la sellette? D'abord parce qu'ils font preuve d'un immense professionnalisme, d'un très grand sens du collectif, et que je crois que ils font là la démonstration qu'ils étaient tous des bons choix.